Radio, 18h-20h, Frédéric Brunel. Eh bien bonsoir, très grand plaisir de vous retrouver. La poste bloquée, France Travail paralysé, des comptes bancaires piratés, des identités usurpées, des entreprises déboussolées. Nous vivons au rythme des cyberattaques. Aussi nous ouvrons le débat ce soir. Donnez-nous votre avis sur le compte X de Sud Radio et à l'antenne au 0826 300 300. Cyberattaque, pour vous le tout numérique est nécessaire, souhaitable, dangereux ou liberticide? Vous donnez votre avis. Et puis, le petit débat. Parmi les nouveautés de 2026, notez le renforcement de l'examen de naturalisation française. Ça tombe bien, le plus célèbre des naturalisés récemment, Georges Clooney, ne maîtrise pas la langue. D'où notre question. Examen de naturalisation, faut-il exiger la maîtrise de la langue française? Là aussi, vous donnez votre avis. Et puis la question du soir. Beaucoup de questions, beaucoup de débats avec vous. Fumeurs, encore une fois en 2026, vous allez payer plus cher votre paquet de cigarettes. En France, bien sûr, mais pas en Belgique, en Espagne ou en Italie. Que penser des effets de cette sanction dissuasive en principe? La question là aussi sur le compte X de Sud Radio, la hausse des prix du tabac est-elle une mesure positive, inutile, injuste? Pour en débattre, vous allez voir 3 sacrées vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir et bonne année, Philippe Bilger, notre grand magistrat honoraire à vie. Voilà. J'aime bien le rappeler quand même parce que c'est bien. Vous avez marqué l'histoire. Oui, vous avez marqué l'histoire de la justice. Voilà, enfin. Bon, président de l'Institut de la parole aussi. La justice m'a marqué. mais je suis ravi et très bonne année à tout le monde. William T est avec nous, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir et bonne année, William. Bonsoir et bonne année à tous. Et puis Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Prêt pour 2026 ? J'ai l'impression qu'on est déjà au 6e mois de 2026. Ah oui, à ce point-là. Je vois passer sur les réseaux sociaux. Parce que nous sommes que le 2 janvier quand même. Ah, oui, je sais. Faut savoir. Vous êtes prêts pour le premier débat, le grand débat, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Cyberattaque, pour vous le tout numérique est nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide. Avant de recevoir notre invité, grand expert, qui est avec nous, François Veriden, j'aimerais quand même autour de la table vous demander les vraies voix. Ça vous fait quoi ce tout numérique? C'est nécessaire mais ça fait peur? Philippe Bilger, comment vous négociez ça Je vais m'engager dans une banalité comme au sujet de la langue des OPS, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette modernité ou cette avancée structurellement est fondamentale, permet des progrès, mais que tout dépend comment on l'appréhende. C'est très banal de dire cela, mais j'imagine que l'humain en fait ce qu'il veut. Et malfaisant, il en fait une catastrophe. Bienveillant et compétent, il s'en sert pour le progrès. Vous choisissez quoi des 4 mots, Samuel Botton? Nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide? C'est un peu de tout. C'est le problème de notre génération, c'est qu'on est rentré dans l'ère du tout numérique à plein d'égards. Donc il faut composer avec ça. À la limite, ce qui doit nous faire peur, c'est qu'effectivement, je pense que le concept de vie privée n'existe quasiment plus de par le fait. Et puis après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est celle de notre souveraineté numérique. Alors on a des belles entreprises françaises qui contribuent à bâtir des data centers dans le monde. Faudrait-il encore en bâtir plus en France et se poser la question de comment on empêche ça? Et William Tell, là aussi, nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide? C'était entre nécessaire et souhaitable. Oui. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un progrès, nous, on est toujours là en train de dire mais le progrès, il est absolu et parfois il pose des problèmes. Mais en fait, il pose des problèmes uniquement parce qu'on n'a pas réussi à l'appréhender. Si on choisit comment on appréhende, si on choisit comment on fait du progrès, comment on choisit comment nous, on se l'accapare et qu'on le subit pas, moi, je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Mais il faut juste choisir, il faut voir quels sont les enjeux, comment on appréhende les différents défis et normalement, ça se passera bien. Ça tombe bien, nous avons un spécialiste avec nous et vous allez pouvoir le matraquer de questions, évidemment. François Veriden, membre de la French Tech et fondateur de Skyfall Protection. Bonsoir François et bonne année à vous. Bonsoir et puis bonne année à vous tous également, en espérant que 2026 ne soit pas trop catastrophique au vu de l'année et de cette fin d'année en termes de cyberattaque. Mais malheureusement, c'est pas en bonne voie. Oui, c'est vrai que pour le coup, on a pris cher. On est bien d'accord, Veriden, la meilleure prononciation, c'est comme ça. C'est absolument ça. Voilà, je n'ai pas usurpé votre identité par une espèce de cyberattaque que j'aurais voulu mener. Bon, vous avez entendu déjà la réaction de nos 3 vraies voix. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avancer sereinement avec finalement la faiblesse de notre défense anti-cyberattaque ? Alors,
avancer sereinement, il ne faut pas non plus tourner dans la psychose. Les cyberattaques aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées. Bon, elles visent principalement, et on va faire état de la Poste qui en a pris une deuxième là en début d'année, qui pour cette typologie de cyberattaque est de clairement paralyser des services pour les citoyens. Voilà, c'est le but primaire de cette typologie d'attaque-là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les premiers remparts aux cyberattaques, c'est vous, moi, le citoyen, par son hygiène numérique. Et je reviens à l'une de vos vraies voix qui en a fait état tout à l'heure. Effectivement, le curseur entre vie privée, vie professionnelle et cyberattaque est extrêmement fin, mais est lié essentiellement à l'humain. Bon. Essentiellement à l'humain. Alors justement, je vous laisse dans les mains de Philippe Bilger. Contrairement à mes amis, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais je voudrais vous demander un peu naïvement, comment se fait-il que, alors que dans l'histoire de notre société, certains progrès indiscutables ne se sont pas retournés contre la société qui pouvait en bénéficier, comment se fait-il que pour la cyberattaque, ce soit l'inverse? Est-ce que c'est notre siècle qui est malfaisant, ou est-ce que tout naturellement, on a compris les faiblesses de cet outil et on s'en sert contre les ennemis? Dans votre dernière question, vous apportez un élément de réponse. Le tout numérique aujourd'hui, c'est ce qui lie les mondes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vos systèmes monétaires, vos systèmes de toute nature passent désormais intégralement par l'informatique. Donc automatiquement, lorsque vous avez une faille qui est découverte par un attaquant, qui, je rappelle, a toujours un temps d'avance sur celui qui crée le logiciel, et qui essaye de le maintenir et d'éviter justement de maintenir son logiciel, eh bien l'attaquant a toujours un temps d'avance. Et encore une fois, l'éternel débat du gendarme et du voleur. Le voleur aura toujours un temps d'avance sur le gendarme. Des fois, il y a des dégâts qui sont assez minimes, et puis des fois des dégâts qui sont plus importants. Oui, avec des vies qui peuvent être très 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 amputées. Enfin, je pense que la cyberattaque il y a face aux entreprises, face également aux particuliers. Vous, par exemple, Samuel Botton, vous hésitez à payer, à donner votre carte bleue sur tout ça, etc. Non, moi je suis pas un bon exemple parce que j'appartiens à la dernière génération qui a... Merci de nous le rappeler, oui. Non, j'ai pas fini. Et je suis comme vous, nous avons un point commun. J'appartiens à cette dernière génération qui n'est pas née avec un ordi dans les mains, mais qui l'a découvert à 10, 12, 13 ans. Donc j'ai une culture qui fait que, effectivement, hormis pour ce qui est incontournable, les places d'achat de train ou autre, je suis très réticent à laisser mes données. Mais vous parliez d'hygiène numérique, et je considère que ça fait partie de ma démarche. Après, il y a des moments où on peut plus y couper. Alors, sur le volet entreprise, moi, je voulais vous poser la question. On a eu une attaque massive, il me semble, début décembre, qui a paralysé de nombreux sites, je dirais, d'intérêt public, comme ChatGPT, Canva, Grindr et quelques autres. Là, encore des cyberattaques. On a beaucoup parlé du citoyen en tant que tel, mais sur les sociétés, finalement, vers qui on doit se tourner et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors, vis-à-vis des sociétés, effectivement, il y a une prise de conscience qui a été un peu tardive de la part des dirigeants, pour deux raisons. La première est que, ce qui concerne les PME-PMI, souvent se disent je suis trop petit, donc je ne vais pas intéresser un hacker de quelque nature que ce soit. Et puis, lorsqu'ils se sont fait attaquer, ils se sont mis à creuser un petit peu le dossier et s'aperçoivent que ça coûte quand même assez cher. Et donc renonce dans bien des cas de figure. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse que je souhaite apporter, c'est que bien souvent, on a des prestataires vers qui ces dirigeants se tournent, qui vendent des prestations de protection informatique qui, au final, ne la maîtrisent pas. Et lorsque le mal est fait, eh bien, il est trop tard. Donc, il y a un problème de formation, il y a un problème de compétences, bien qu'on ait des sociétés aujourd'hui qui se développent, telles que la mienne, sur des sujets que j'estime stratégiques pour notre souveraineté nationale, puisque je rappelle quand même que le tissu économique français et le PIB reposent quand même sur 89% de PME-PMI, en termes
en termes de revenus. Donc oui, Donc c'est nécessaire et vous faites un métier d'avenir. Avant la petite respiration, bon, on va revenir parce que ce débat est important. Mais William Tay, vous qui êtes de la génération qui n'avait pas connu le Minitel non plus, est-ce que aujourd'hui, vous hésitez finalement à livrer des informations sur les sites, etc., etc. Ah mais moi je suis prudent, mais je m'en fous un peu. Ah non, oui. Je m'en fous complètement. C'est-à-dire vous n'avez rien à perdre, c'est ça? Non, c'est-à-dire que moi j'ai toutes mes cartes enregistrées, j'ai tous mes mots de passe enregistrés sur ordinateur, j'ai tout. Donc en fait, il y a tous les trucs, ça m'aide à tout retenir, sinon j'arriverais pas à retenir tout moi-même. Donc en fait, c'est pas vraiment ça mon intérêt. Moi, mon intérêt, c'était plutôt la question qui était posée. C'est comme vous l'aviez amené, j'ai eu ça comme question. C'était comment on a grandi avec un service numérique qui était plutôt gratuit au début, Google, YouTube, Facebook, etc. Est-ce qu'en fait, on n'a pas du mal, nous, comme entreprise ou comme acteur économique, à mettre un prix sur en fait les données, etc. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas réticent à mettre de l'argent en termes de protection. Est-ce que c'est pas ça le sujet, le mal français? En fait, on est sur une mutation en cours et qu'on n'est pas encore assez à maturité pour pouvoir protéger efficacement. Voilà ce qui donne envie d'en reparler dans quelques instants, puisque justement on va aborder le sujet avec vous, William Tay, Philippe Bilger, Samuel Botton et notre spécialiste François Veriden. Intervenez au 0826 300 300 les auditeurs. Cyberattaque pour vous, le tout numérique est nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide. Faites vos jeux. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 18h20, Frédéric Brunel. Nouvelle cyberattaque majeure contre la Poste, après celle contre France Travail avec ses 340 000 demandeurs d'emploi touchés. 47% des entreprises affirment avoir été victimes d'une cyberattaque en 2024. N'en jetez plus, nous vous posons la question. Cyberattaque, pour vous, le tout numérique est nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide. On a senti, Philippe Bilger et moi-même, on va dire la génération de ceux qui ont un petit peu de passif derrière eux, se méfier. Les deux jeunes, là, un petit peu isolés dans leur coin, William Tay et Samuel Botton, plutôt détendus. Bon, notre spécialiste François Veriden, membre de la French Tech et fondateur de Skyfall Protection, nous explique, répond à nos questions. Mais justement, vous en avez, vous les auditeurs. Patrick est au 0826 300 300. Bonsoir Patrick. Bonsoir tout le monde et bonne année à tous. Eh bien, vous aussi, plein de bonheur. Patrick, vous nous appelez d'où ? De Livry-Gargan. Très bien, donc on est dans la Seine-Saint-Denis, 93. Exactement. Voilà, alors, cyberattaque, le tout numérique, vous en êtes plutôt adepte ou pas du tout ? Moi, je pense que c'est surtout inéluctable. C'est un peu comme si on faisait un débat sur l'électricité, un bien, un mal. Alors là, vous faites plaisir à Samuel et à William. C'est complètement ça. Allez-y, Patrick. Ouais. Donc pour moi, c'est inéluctable. Et donc, par contre, dans tout progrès, il faut pouvoir avoir l'antidote à ce qui va être néfaste. Et je dirais les entreprises, par exemple, parce qu'on parle d'elles, elles ont fait d'énormes gains de productivité dans le tertiaire en particulier, autour de la digitalisation. C'est incroyable le nombre de salariés qu'on a pu supprimer, le nombre d'impressions qu'on a pu supprimer, la rapidité qu'on a pu établir sur des process. Donc ça fait des gains, mais il faut, c'est un peu l'idée qui avait été donnée, il faut regarder un petit peu de côté pour se dire, face à ce gain, maintenant j'ai un risque, puisque tout est sur des serveurs. Donc ça peut être détruit, ça peut être hors service. Et donc, comme on prend tout de suite les gains, tout être humain est comme ça, on prend d'abord les gains, et après on s'aperçoit que potentiellement on leur mettre un peu de côté pour se protéger des conséquences néfastes qu'on peut avoir, ou la fragilité que l'on crée. Comme on crée cette valeur, que c'est devenu stratégique. Moi je suis dans une entreprise de 800 collaborateurs qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous faites appel à une société comme celle de François Veriden, par exemple, pour assurer on fait partie d'un grand groupe, donc on a, l'équivalent de contrat de cette nature. Et ce que m'explique le directeur des systèmes d'information et de la sécurité informatique, c'est pas est-ce qu'on va être attaqué, il est attaqué tous les jours. Tous les jours, il y a du hameçonnage, tous les jours, il y a des tentatives, alors qu'on n'est même pas une entreprise qui a vocation à parler au grand public. On est avec des gens qui s'équipent, avec l'intelligence artificielle, ils sont capables de démultiplier les attaques à tout va. Et donc, il faut être la société qui aura la protection la plus compliquée. C'est un peu comme pour votre maison. Soit vous dites, je laisse open bar et quand je m'en vais,
je m'en remets à la chance, ou soit vous mettez des verrous et une alarme. Bon, voilà, merci beaucoup Patrick, très 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 éclairant et vous allez finalement dans le sens de ce que disait William T il y a un instant. Quand même, Philippe Bilger, ça vous fait réagir? Oui, je suis tout de même frappé, mais encore une fois, probablement à cause de mon total amateurisme, par le fait que on prend comme une évidence le fait à la fois de bénéficier d'un progrès colossal et en même temps d'être dans une permanente attitude de vigilance parce qu'on est menacé. J'aimerais avoir le talent de William qui a mis en place un dispositif pour se défendre. Je trouve surprenante l'attitude psychologique qu'impose une certaine modernité. Mais vous savez Philippe, c'est finalement très beau ce qui est en train de se passer sur ce plateau et j'en attendais pas moins, c'est qu'il y a des différences de génération. Et cette histoire de numérique, c'est aussi une histoire de génération. Vous le confirmez, François Veriden, parce que vous qui proposez, vous qui avez des solutions, il faut tenir compte des jeunes comme William T qui ont déjà tout maîtrisé, et puis des anciens comme moi, comme Philippe Bilger. Oui, enfin non, mais justement, je voulais pas vous laisser seul. Entre les deux. Samuel est entre les deux. Donc n'est-ce pas, François, il y a ça aussi. En fait, oui, alors, je vous rejoins dans l'analyse et dans ce que vous dites. Il faut pas oublier une chose, c'est que les hackers, ils analysent, ils font ce qu'on appelle ils ciblent précisément aujourd'hui les tranches d'âge, par exemple. Vous êtes un retraité, vous avez un téléphone portable, vous communiquez avec vos petits-enfants, eh bien, vous allez être plus prépondérant à recevoir des SMS de smishing, c'est-à-dire que des SMS type vous avez un colis en attente, pour pouvoir le recevoir, cliquez sur le lien, et puis il faut mettre votre numéro de carte bleue. Puis les entreprises, où effectivement c'est une autre nature d'attaque, parce que la cible n'est pas la même. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a une forme d'intelligence importante dans les cibles de choix des hackers. Il ne faut pas l'oublier. Oui, très, très intéressant. L'option principale pour vous à suivre, finalement, parce que tout à l'heure, on va solliciter un auditeur s'il était ministre du numérique. Mais vous, Samuel Botton, il y a urgence quand même. Que faut-il faire ? Non, il n'y a pas d'urgence. L'auditeur a utilisé un mot jamais inquiet, lui, il est terrible. C'est inéluctable. À partir du moment où on le sait et que c'est pas nouveau, que ça date pas d'hier, il n'y a pas de souci. Je vais même aller plus loin. L'intervention qui vient d'être faite m'a rappelé quelque chose. Ces 2 dernières années, il y a eu une escroquerie en vogue dans les entreprises où les services comptables recevaient des mails avec la même adresse mail que le PDG. Bonjour Martine, merci de valider le paiement de 30 000 € à telle société. D'accord. Sauf que le dirigeant, sur des paiements très élevés, quand ça lui est présenté, non, c'est pas moi. Et en fait, on est sur des tentatives de piratage et on n'est pas sur quelque chose de sophistiqué. Finalement, c'est très simple. Ça appelle à la crédulité. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Ouais. Sur les investissements des entreprises, William T, c'est l'enjeu. Alors, pas seulement des entreprises, de l'État aussi. Non, mais il y a l'État, il y a les entreprises, il y a les acteurs individuels. Par exemple, quand vous allez dans la rue, vous êtes tout seul dans le métro ou dans le RER, dans des zones sensibles. Est-ce que vous avez peur de vous faire chourer votre carte bleue ? Bah évidemment. Mais quelle est la probabilité que vous fassiez chourer votre carte bleue dans la rue ? Que vous fassiez piquer votre carte bleue sur Internet. Elle est à peu près la même de toute façon. Sauf qu'on a un problème, et c'est un problème essentiel, c'est qu'on a plus peur du numérique. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Et quand vous ne maîtrisez pas un sujet, du coup, vous avez peur de tout. Moi, je pense qu'il y a une culture à appréhender pour l'ensemble des acteurs, d'appréhension des enjeux du numérique, d'appréhension des sujets. Et en fait, par exemple, chacun, pour tous ceux qui résident dans la région parisienne, vous savez à quels endroits vous devez vous balader ou pas le soir. De la même manière, si vous avez une culture numérique, vous savez dans quel endroit, sur quel site vous allez payer avec votre carte bleue ou sur quel site vous n'avez pas la payer. Et tout Philippe Bilger boit vos paroles. Et on conclut là-dessus, messieurs. Je trouve qu'il y a un paradoxe. À la fois, je dénonce la contradiction entre le progrès et la suspicion qu'on a en permanence, mais je n'ai jamais peur, William, moi, qu'on me le vole, ma carte bleue comme ça. En revanche, le vol classique, j'en ai pas. Bon, c'était savoureux cet échange. Merci François Veriden, membre de la French Tech et fondateur de Skyfall Protection. Vous nous avez éclairé, même si on vous rappellera sans doute parce qu'on n'est pas à notre dernière peur. Il nous faut un ministre du numérique justement au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Celle-là, chaque jour. Et chaque jour, en l'écoutant, on rigole. Xavier à Floirac, en Gironde. Monsieur, vous êtes ministre. Bonsoir et bonne année.
Bonsoir Sud Radio, bonsoir Frédéric, bonsoir Philippe Bilger, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, vous avez écouté le débat, vous avez vu que ça fait peur. Philippe Bilger ne se propose pas comme ministre du numérique. Non, au contraire, je vais apprendre beaucoup de choses de la part du ministre. Xavier, quelles seraient vos premières décisions? Allez-y. Pour suivre un objectif simple et clair, c'est de faire de la France la reine de l'intelligence artificielle. Je proposerai au Premier ministre et au Président de la République un grand plan intelligence artificielle, notamment pour répondre à un enjeu déjà de formation. Je pense que la formation tant des élèves dans la formation initiale que dans la formation professionnelle, il faut absolument faire en sorte que les travailleurs de demain soient à l'aise avec l'IA, les entrepreneurs de demain également. Dans les services publics, il faut aussi qu'on intègre l'intelligence artificielle. Il y a des sources énormes d'économie, d'optimisation grâce à l'intelligence artificielle. Dans les entreprises, évidemment. Et puis je pense que la France pourrait être à la manœuvre pour créer les data centers de demain, dont on voit qu'ils se placeront, positionneront probablement dans l'espace. Et Xavier, avec ce qu'on vient d'entendre, le système de sécurité qui va avec, parce que l'IA, ça va pas arranger nos affaires, nous qui sommes plutôt inquiets, Philippe Bilger et moi. Exactement, raison pour laquelle on pourrait faire comme dans les années 50 à l'époque du général, créer des grandes entreprises nationales autour de l'intelligence artificielle, créer une SNCF ou un EDF de l'intelligence artificielle, une entreprise qui arrive à piloter toute la chaîne de valeur et à proposer, à faire en sorte que la France retrouve un peu de grandeur grâce à l'IA, cette nouvelle révolution industrielle qui est à l'œuvre. Et si la bonne santé de la France venait des auditeurs de Sud Radio? Parce que ça fait 3 ministres, moi, que je reçois, puisque j'ai le plaisir d'être avec vous. À chaque fois, c'est super pertinent. Juste, merci beaucoup, Xavier de Floirac, en Gironde. Mais juste autour de table, rapidement, il ferait un bon ministre... Un miracle, on a un ministre compétent. Voilà, Philippe Bilger dit oui. William Tay dit... Je pense qu'il aurait fallu plutôt cibler les robots et les IA qui peuvent vous aider au quotidien. Parce que comme on a vieillissement de la population, je pense que c'est ça qui est le plus utile. Vous avez une opposition concrète, mais c'est ça la vie d'un politique. Et vous, Samuel? Je le nomme tout de suite dans un gouvernement Macron. Il faut aller vite alors. Je vous laisse deviner si c'est un compliment ou pas. Non, mais c'est ce qu'on appelle une pirouette. Merci. Il a un futur génial. Merci beaucoup, Xavier. Dans un instant, nous aurons l'info en plus et puis le tour de table de nos vraies voix. Vous l'avez compris, sont en forme. Toute la famille Sud Radio vous souhaite Encore une fois, nous vous souhaitons une bonne année. Il n'est pas trop tard. Peut-être que vous reprenez en ce 2 janvier. Vos vraies voix, en tout cas, sont prêtes pour vous accompagner et débattre. Philippe Bilger, une de nos grandes références de l'histoire de la justice, président de l'Institut de la Parole. À chaque fois, j'aurai une petite formule comme ça, mon cher Philippe. Vous allez me faire avoir des ennuis auprès de la justice officielle. Eh bien, si je peux vous aider. William Tay, président du think tank le millénaire, et non pas le militaire, ça saurait. Ça compliqué. Oui, voilà. Et puis Samuel Botton, l'expert en communication chez Step Conseil, Samuel. Oui. Calme, 2 janvier, voilà, on finit la semaine, c'est vendredi, on est dans le lancement. Eh ben alors écoutez, j'ai trouvé de quoi vous énerver, c'est parti. Bienvenue dans votre cours d'anglais de la collection Objectif Langue aux éditions A6000. Philippe Bilger, do you speak Trump? Yes, I try. C'est la dictée en anglais de Philippe Bilger. Great, best, worst. It is ridiculous. Everything before. C'est du russe, non? Mon accent est parfait. J'adore. Ah bon? Le tour de table De l'actualité. Le tour de table de l'actualité avec Cécile de Ménibus et Philippe David et Philippe Bilger aussi d'ailleurs, qui seront là de nouveau lundi et à 17h. Oui, voilà. En effet, grâce à Maxime, on le sait. Voilà, petit changement de programmation, donc à partir de 17h, les vraies voix. Le tour de table, Philippe Bilger. Alors là, c'est super intéressant. Selon Thomas Legrand, il faut combattre l'arnaque intellectuelle de l'extrême droite. On parle bien sûr du journaliste dans Libération. Absolument. Je trouve que c'est une étrange manière de combattre le Rassemblement national que de dire d'abord on voudrait dénoncer l'arnaque intellectuelle de celui-ci. Alors que
probablement j'aurais aimé, même de la part d'un opposant systématique comme Thomas Legrand, dont je ne suis pas sûr d'apprécier forcément l'ensemble des positions, j'aurais dit, au fond, qu'est-ce qui fait gagner, qu'est-ce qui fait que le Rassemblement national aujourd'hui est en tête dans toutes les évaluations et que certains considèrent qu'il a de fortes chances peut-être d'envoyer une personnalité à la tête de la France en 2027. J'aurais d'abord cherché à connaître les causes de ce succès incroyable depuis des années, peut-être la faiblesse du macronisme, peut-être aussi le fait qu'on n'a pas su répondre sur le plan politique et social à la force du Rassemblement national qui a profité de la faiblesse en réalité du pouvoir actuel, et peut-être du fait que le réel lui-même, sans qu'il ait rien à faire, apportait de l'eau à son moulin. On aurait pu trouver 1000 argumentations pour dire il est dangereux, voilà comment il faut le combattre. Mais je ne crois pas que la méthode utilisée dans un billet, certes, par Thomas Legrand soit la plus efficace. Samuel Botton, est-ce que vous comprenez ce terme d'arnaque intellectuel du Rassemblement national? Oui, totalement. Il suffit de regarder qui est à sa tête, Jordan Bardella. On propose quelqu'un qui n'a jamais travaillé et qui vient me donner des leçons sur comment est-ce qu'il faudrait investir, comment est-ce qu'il faudrait gérer un pays, alors que finalement, il a tenu 2 mois à la fac, et que depuis, c'est un apparatchik. Bon, en même temps, c'est un travail politique. Hein. Oui, c'est un vrai travail, et c'est moi qui le paye. Voilà, c'est de l'argent public, donc aujourd'hui, le contribuable, c'est moi. Parce qu'il est député européen, c'est ça. Ouais. Et député européen, il est aussi à la tête du Rassemblement national. Les partis sont financés en partie par de l'argent public. Donc là-dessus, c'est un premier point. Après, l'arnaque intellectuelle, Philippe, elle est sous nos yeux à chaque fois, à chaque déclaration. Quand vous avez des dizaines de députés en plateau qui disent tout et leur contraire à des moments similaires et sur des mêmes tranches, c'est qu'à un moment, on ne sait pas où ce parti va, et surtout économiquement, c'est très moyen. Ce qui manque aussi à votre biais, c'est de dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Rassemblement national est aussi haut? C'est parce qu'il n'a jamais eu l'occasion d'exercer les plus hautes fonctions, et donc ça joue en sa faveur. Mais c'est surtout parce que plus personne ne vote pour les LR. Ils en sont réduits à 5% sur une présidentielle, 40 députés sur la dernière législative. S'il y avait encore dissolution, je pense qu'il reviendrait à 20. Et en fait, pourquoi vous voulez qu'on continue à voter pour une copie qu'est LR, alors qu'on a l'original qu'est le Rassemblement national? Mais ça n'enlève rien au fait que ça reste une anarque intellectuelle. Alors, William T réagit, évidemment. Oui. Écoutez, moi je trouve un truc qui est simple, c'est qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui vous dit il faut combattre l'arnaque, il faut combattre la connerie, souvent ceux qui disent ça sont souvent les plus cons, les plus stupides et les plus simplets. Pourquoi? Tout simplement pour une raison qui est simple, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas pourquoi est-ce que le parti monte, et ils n'arrivent pas à comprendre la mécanisme de montée. Lorsque vous êtes en incapacité de comprendre pourquoi est-ce qu'un parti monte et pourquoi est-ce que vous avez des choses comme ça, ça veut dire que vous n'avez pas une grande capacité intellectuelle. Je vais prendre plusieurs exemples. Les remarques qu'il faut actuellement sur le RN, vous avez entendu les mêmes aux États-Unis sur Trump en 2016, vous avez entendu les mêmes sur Giorgia Meloni quand elle est arrivée au pouvoir, vous avez entendu les mêmes dans différents pays sur pourquoi par A plus B les électeurs sont soit bêtes, soit les partis n'ont aucune chance de gagner. Moi je pense qu'il y a des facteurs qui sont très simples qui expliquent pourquoi est-ce que le Rassemblement national est actuellement en tête. Premier point, c'est que vous avez une crise qui est politique, et donc vous avez un désordre dans les rues, dans les comptes publics et à l'Assemblée nationale, et le RN prétend être le parti de l'ordre, donc de rétablir une situation qui a été provoquée par la décision de Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Le deuxième point, c'est que vous avez des problèmes profonds qui ont été mis en avant par le fondateur du RN sur les questions migratoires, et donc ils sont crédités d'avoir mis en avant un thème qui était à l'époque quand même cité comme, lorsque vous en parlez, vous étiez raciste, nazi, antisémite, et pour autant, les Français ont vu une augmentation de l'immigration et ont vu que l'immigration causait des problèmes très profond en termes de mutation et sur les sujets de société. D'ailleurs, on va en reparler. Et autre point, c'est que vous avez été en crise économique avec une solution qui est très simple et que tout le monde peut vérifier. En 1980, avant que Mitterrand soit élu président de la République, un Français, un Américain et un Allemand gagnaient le même PIB par tête, 12 000 $ par tête. Le même. Aujourd'hui, la France, 46 000, Allemagne 56, un Américain 80 000. Et donc les Français se disent, pendant 40 ans on a écouté des politiques qui nous expliquaient par A plus B pourquoi est-ce que les autres étaient nuls, et au final ils nous ont conduits dans un désastre économique profond, et je pense que ces facteurs ne disent pas on croit aux idées du Rassemblement national, mais au moins, comme c'est le seul qui n'a pas exercé et comme il propose une logique qui est différente sur tous les sujets que vous avez mentionnés, peut-être qu'il faut tester. Vous êtes sur Sud Radio, 2 points de vue différents à partir d'un regard, celui de Philippe Bilger. C'est du régal. Alors passons à votre sujet. Samuel Botton, 1er janvier et première victime de narcotrafic à Marseille, qui est votre ville. Oui,
et un corps découvert dans la nuit de jeudi, donc directement le 1er janvier. Donc à Marseille, on appelle ça un barbecue provençal. C'est quand on enferme la personne dans le coffre pour mettre le feu à la voiture, et ça s'inscrit finalement dans une longue logique de règlement de compte entre milieux mafieux. Donc à Marseille, la DZ Mafia, le gang Yoda et quelques autres qui gravitent autour. Mais ça m'interroge sur un point, c'est-à-dire face à une situation qui dure depuis 20 ans, avec une vingtaine de règlements de compte par an dans cette ville. Est-ce qu'au niveau national, on ne devrait pas se poser la question de la manière dont nous avons géré la question des trafics de drogue sur ces 30-40 dernières années, en étant le pays le plus répressif d'Europe, et puis finalement en étant un peu la dernière roue du carrosse à ce niveau-là? Est-ce que cette politique de la répression surtout est-elle encore viable? Je ne pense pas. Ça marche au Salvador. Oui, ça marche au Salvador, mais on est loin d'être le Salvador. Non, mais je vous dis ça, on est dans les faits. Un peu plus de liberté, de démocratie. Oui, mais enfin, il faut respecter donc ça, le Salvador aussi. Mais d'accord. Ouais. Mais je pourrais vous citer l'Uruguay, je pourrais vous citer l'Espagne, je pourrais vous citer les Pays-Bas, l'Allemagne et tous les pays qu'on a autour de nous qui, eux, ont déjà accepté une forme de légalisation du cannabis. Nous, on continue à jouer les vierges effarouchées avec quasiment 6 millions de fumeurs réguliers par an sur le territoire, et finalement, ça amène des problématiques avec une hausse de consommation de drogue, mais surtout on va sur des drogues qui sont de plus en plus dures. Donc c'est un combat qu'on a totalement perdu, qui aujourd'hui s'exprime dans la violence. On est dans une spirale infernale, encore plus à Marseille. Je pense au meurtre du frère d'Amine Kessassi, qui s'en est suivi de très peu d'annonces et de très peu d'effets finalement. Et aujourd'hui, on est le 1er janvier, on repart de plus belle. Donc à un moment, c'est peut-être au plus haut de se poser les bonnes questions. Vous dites légaliser le cannabis, mais quand même pas la cocaïne, rassurez-moi. Non, je suis pas Louis Sarkozy, je vous rassure. D'accord. Mais si c'est un... Enfin bon. C'était votre tour de table. Je regarde le chronomètre en même temps. C'est vrai qu'il y aurait de quoi débattre. Vos propositions sont exceptionnelles. J'aimerais aller maintenant sur celle de William Tay. William, vous parlez du député LFI, qui associe le racisme et la pauvreté intellectuelle dans le Nord. Allez-y. Ouais, c'est le grand classique. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont censés défendre le peuple et donc être les héros de la cause sociale qui en fait sont les plus méprisants envers le peuple. Vous avez un député LFI, Carlos Dilanga, si je me trompe pas, qui dit qu'en fait s'il y a autant de racisme dans le Nord, c'est parce qu'il y a une pauvreté intellectuelle, en disant que c'est la région qui produit le moins de hauts diplômés, et donc en fait il associe, d'une part il fait une première faute, c'est qu'il associe diplômé et intelligence. Or tous ceux qui ont fait les grandes écoles savent pertinemment que dans les diplômés vous avez un nombre assez important de gens qui sont pas très intelligents. Et deuxième point, c'est qu'en fait il considère que le vote est intimement lié à la question du diplôme et du statut social. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus discriminant et rien de plus renvoyant à ses origines sociales et ethniques que pour ces personnes-là. Et moi, je pense que quand on parle d'arnaque, c'est cette vraie arnaque qu'il faudrait dénoncer. C'est des gens qui disent qu'il faut faire quelque chose, mais qui font exactement l'inverse. Lorsque vous défendez et vous dites qu'il y a une dignité à l'homme, et vous considérez une dignité à l'homme. Lorsque vous dites qu'il faut respecter tous les gens, vous respectez tous les gens. Eux, ils disent qu'en fait, il faut respecter les gens uniquement si vous êtes de gauche, si vous êtes bien pensant, et surtout si vous votez LFI. Je suis pas sûr que ce soit une bonne raison de commencer l'année. Carlos Martins Bilongo, précisément, qui est député français du Val d'Oise. Réaction Philippe Bilger. Sur X, récemment, tout à l'heure, j'ai vu qu'il a affirmé, en gros, pour aller vite, qu'il avait été mal compris. Il est assez souvent mal compris, il faut être juste. Et c'est vrai qu'émanant de cette personnalité qui a connu quelques aléas, et d'autre part d'un député LFI, tout de même, je n'ai pas de suspicion de principe à l'égard de la dilection populaire de LFI. Parfois, je l'imagine sincère, mais de sa part, c'est tout de même assez incroyable ce mépris qu'il distille. Il avait fait quelques sorties dans le média Africa, où justement il parlait du renouvellement, du grand remplacement à l'envers. C'est une interview fleuve où il y a énormément de choses à retenir, ce qu'a dit William. Il y avait également la question de la promotion canapé de Rachida Dati qu'il avait évoqué. Il s'est fendu d'un communiqué de presse quelques heures après pour dire « je m'excuse, j'ai été mal compris ». Bon, voilà, rien de plus à ajouter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ça discrédite tout le parti ou certains membres du parti? Vous qui êtes plutôt de gauche, Samuel. Mais pas LFI. Mais pas LFI. À aucun moment. Je vous ai toujours dit que je condamnais ce qui était à l'extrême. Alors justement, donc aujourd'hui, les gauchistes comme vous disent surtout pas LFI. Ah non, mais moi, LFI, vous m'auriez posé la question à la première dissolution, je vous aurais dit, si le PS veut s'en sortir, il faut partir seul, quitte à revenir avec moins de monde, mais au moins montrer qu'il y a un affrontement et qu'ils peuvent leur tenir la dragée haute. Ils ont voulu y aller ensemble, ça a porté ses fruits parce que le Front républicain a continué d'exister, je pense pas à bon escient d'ailleurs. Mais sur le reste, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je commente toutes les déclarations des fous du bus à chaque fois qu'il y en a une?
Là, on est en période de vacances, c'était plutôt calme, mais ça va reprendre bon an, mal an. Alors, ce qui est assez difficile, et à chaque fois j'essaye de me faire l'avocat du diable, c'est que souvent, personne finalement ne défend trop LFI. Mais quand même, William Tay, dans les prévisions, alors pas sur les municipales bien sûr, mais personne n'exclut le fait qu'LFI rejoue un rôle important sur la prochaine présidentielle. Ah non, mais ils vont jouer un rôle important. Alors pourquoi ? Comment est-ce possible avec ce que vous dites tous ? Déjà, premier point, il y a à revenir sur la remarque. Toutes les personnes d'origine étrangère qui sont un peu classées au centre ou à droite vous diront tous la même chose. Vous prenez quasiment plus de remarques maintenant. De toute façon, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une ostracisation extrême contre l'extrême droite. Vous prenez quasiment aucune remarque. Vous n'entendrez jamais ça le bol de riz, ça l'asiate, etc. de la part de quelqu'un qui vote RN ou qui vote LR. Ça n'existe quasiment pas. Moi, encore quelques années, Isabelle Balkany le faisait dans son local de campagne. Oui, avec le militant. Mais c'est encore quelques années. Ça arrive très rarement. Quand vous prenez des remarques ethniques, et ceux qui vous renvoient à vos origines ethniques et sociales, c'est les gens les plus à gauche, c'est les plus anti-racistes qui sont les plus racistes. Moi, vous pouvez regarder sur Facebook, vous tapez, c'est des drapeaux de types qui sont avec la Palestine qui dira asiatique, espèce de raciste. C'est pas mal pour commencer. C'est les gens comme ça. Pour ensuite après répondre à votre question sur pourquoi est-ce que LFI monte, parce qu'en fait, vous avez des facteurs profonds qui font que la gauche est dans un état où ils sont complètement perdus. Ce sont des gens globalement qui en fait ont voté, je pense, toujours contre quelque chose. Donc du coup, si vous votez contre quelque chose, vous votez pour le parti le plus radical et celui qui parle le plus. Vous parlez de la gauche en général ? La gauche en général. Donc, parce que chez les socialistes, il y a des propositions, ils sont très actifs à l'Assemblée nationale. J'ai même souvenir que c'est LR qui bloque sur les questions budgétaires. Vous avez 25% des gens qui vont voter à gauche, quoi qu'il arrive. Et ensuite, parmi les gens qui votent à gauche, ils ont le choix entre des offres qui sont quand même pas très fournies. Vous avez le choix entre Marine Tondelier. Voilà, vous avez Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Et Glucksmann. Oui, mais Glucksmann, ça part. Glucksmann, ça part. Bah non, c'est de gauche. Fabien Roussel à droite, du coup. Vous avez le choix. Et Fabien Roussel aussi. Vous avez le choix entre ces trois personnes-là. 5. On peut comprendre que quand vous êtes de gauche, vous dites que celui qui est le plus talentueux, celui qui a le plus de qualité oratoire et le plus charismatique, c'est Mélenchon, et donc du coup des gens se tournent vers lui. Et moi je pense que c'est une faiblesse des gens de Olivier Faure. Et filé au second tour, c'est celui qui fera élire Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Philippe Bilger, sur la gauche, même constat que William ? Je suis moins spécialiste de tout ça, mais je crois en revanche que, on l'a peut-être dit, que LFI a des chances peut-être sérieuses de se retrouver au second tour, dans la mesure où le RN bloque évidemment une place, puisqu'il y aura forcément le candidat quel qu'il soit, et que de l'autre côté, à moins que la droite et le centre comprennent l'obligation d'avoir un seul candidat, Mélenchon, entre les banlieues et une certaine jeunesse, mon Dieu, peut créer non pas la surprise, puisqu'il y croit, mais il fera le succès de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. C'est ça que je ne comprends pas du côté de LFI, qui ne le comprennent pas ou qui ne veulent pas le voir. C'était un régal avec nos trois vraies voix, au point de vue différent. Ça y est, le débat politique est relancé, nous sommes le 2 janvier. L'info en plus, dans un instant, on s'intéressera aux avantages justement de nos ministres, etc., etc. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sur carrefour.fr. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Frédéric Brindel. Nous débattons ensemble et vous êtes les bienvenus, évidemment, si vous voulez intervenir au 0826 300 300. Aux côtés de Philippe Bilger, William Tay et Samuel Botton, nos trois vraies voix ce soir, aux trois visions idéologiques différentes, et c'est ce qui rend cette soirée enrichissante. Notre Magid Deimat est arrivé pour l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Depuis le 1er janvier 2026, Magid, les privilèges à vie accordés aux anciens premiers ministres et ministres de l'Intérieur appartiennent donc au passé. C'est officialisé par Sébastien Lecornu lui-même. Exactement, Frédéric, on peut le dire, c'est la fin d'un totem de la République. Pour donner une idée, tous les anciens premiers ministres et ministres de l'Intérieur se partageaient 24 chauffeurs, 24 voitures et 24 agents de sécurité. De quoi s'organiser un petit défilé militaire à chaque réunion. Et pour se rendre compte du coup, ça pique un peu, Frédéric. Dominique de Villepin, à lui tout seul, coûtait plus de 207 000 € par an. Édith Cresson, qui on le rappelle, n'a été Premier ministre que 9 mois au début des années 90, coûtait quand même 157 000 €. Et tous ces avantages, ça représentait pour l'État au total 4,5 millions d'euros
par an. Rien que ça. Pour en parler, nous recevons Benjamin Morel, politologue et spécialiste des institutions françaises. Bonsoir Benjamin et bienvenue sur Sud Radio. L'immense Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Bonne année Benjamin. Vous allez encore avoir du travail cette année. On boira vos paroles. On vous laisse avec Magid. Monsieur Morel, cette réforme est-elle vraiment économique comme le justifiait le Premier ministre Sébastien Lecornu, ou est-elle plutôt symbolique ? Non, c'est extrêmement symbolique. Si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'avait dit François Bayrou il y a quelques mois, c'était déjà une idée qui avait été évoquée par François Bayrou. On avait déjà eu d'ailleurs des premiers éléments mis en œuvre. Mais l'idée, c'était de donner le sentiment que la classe politique donnait l'exemple et que elle prenait sa part comme tout le monde d'une certaine façon. Ça ne va pas nous faire gagner grand-chose. C'est vraiment le fil du fil de ce que l'on peut économiser. On est vraiment dans quelque chose qui relève d'une économie de bout de chandelle du point de vue du volume, mais en revanche, il y a la volonté de montrer que la charge aujourd'hui des économies est équitablement répartie à la fois entre les riches, les pauvres, les politiques et les citoyens lambda. Et est-ce que justement ce type de mesure peut-elle changer la perception des citoyens envers les institutions par exemple ? Non. Enfin, on peut toujours s'amuser à penser que demain les citoyens aimeront beaucoup les institutions, etc. Mais la réalité, c'est que ce type de mesure peut faire plaisir éventuellement quelques-uns de vos auditeurs qui vous écouteront ce soir. Mais on sait très rapidement que, en fait, elles deviennent insensibles. En d'autres termes, les électeurs les oublient et que ça ne traduit pas tout d'un coup une réconciliation avec le monde politique, ce qui est à l'origine de cette frustration, de cette opposition entre les politiques et les citoyens. C'est bien plus large que quelques citoyens et que quelques privilèges dont je suis sûr d'ailleurs que la plupart des Français n'avaient pas vraiment tout à fait idée. C'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait des privilèges des politiques, ça c'est vieux comme la politique. Vous savez, le premier moment où on débat des privilèges gigantesques des politiques, c'est sous la Révolution, quand on donne à l'époque quelques sous pour les parlementaires, pour qu'ils puissent tenir à Paris après que les États généraux soient devenus l'Assemblée nationale. Donc cette histoire-là, elle est aussi vieille que la politique. Mais Benjamin Morel, quelques retours en arrière. Oui, mais Benjamin Morel, est-ce que cette vie politique coûte cher à la France ? Est-ce qu'il y a quand même moyen de faire des économies pertinentes ? Alors, on peut considérer que ce qui est enlevé aujourd'hui par Sébastien Lecornu, c'est pas quelque chose qui est délirant. C'est-à-dire que on voit que, évidemment, qu'il y a besoin, par exemple, d'une protection policière pour des anciens ministres qui seraient menacés, mais qu'au bout de quelques années, celle-ci ne se justifie pas. Ce que le cas d'ailleurs pour d'autres personnalités, pour d'autres ministres, et bien à ce moment-là, on puisse l'enlever, de même pour les chauffeurs. Donc, si vous voulez, c'est pas complètement délirant. Mais la réalité, c'est que là, encore une fois, on est sur des éléments qui sont des éléments extrêmement limités. En revanche, il faut faire attention. Oui. Allez-y, il faut faire attention. Considérer que toute particularité, toute aide vis-à-vis des politiques serait un privilège. Vous savez, l'indemnité parlementaire, par exemple, le fait qu'on paye les parlementaires, c'est quelque chose qui est inhérent à la République, parce que qu'est-ce qui se passait quand on n'avait pas d'indemnité parlementaire ? Il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient siéger au Parlement, les corrompus et les rentiers. Et donc à partir de là, si vous voulez avoir un Parlement démocratique, vous avez besoin de parlementaires qui soient rémunérés. Logique. Allez, réaction de Philippe Bilger. Oui, Benjamin, vous accepteriez peut-être que c'est une synthèse un petit peu discutable entre la passion de l'égalité qu'ont les Français et un zeste de démagogie tout de même. Oui, et encore une fois, c'est purement démagogique de la part de Sébastien Lecornu et de François Bayrou naguère. Néanmoins, dans une période où vous avez la volonté de faire passer un budget qui implique des sacrifices aux Français, il faut donner des symboles. On lâche là des symboles. Ces symboles, ils ne changeront fondamentalement rien au rapport avec les politiques. Néanmoins, ils permettent de donner le sentiment qu'il y a des efforts qui sont équitablement répartis, même si en fait, encore une fois, ça reste peanuts. Samuel Breton, ça sert à quelque chose ? Je vais me faire l'avocat du diable, histoire d'eux, mais j'ai tendance à penser qu'effectivement, ces privilèges sur lesquels on revient, ça permet aussi de
de réduire le trou de déconnexion qu'il y a entre ces gens-là et la population française, peut-être de les remettre aussi un peu plus dans la vie du quotidien. Alors effectivement, la mesure est symbolique et on s'adresse à des personnes, si un Premier ministre, que ça risque très peu d'atteindre. Mais sur les parlementaires, effectivement, et d'autres fonctions, peut-être leur redonner un peu plus le goût de la normalité. Et vous, en tant que spécialiste de la communication, ça vous parle? William Tay aussi, petite conclusion. Salut Benjamin, bonne année. Déjà, une question simple. Est-ce que toi, tu préférerais, en fait, parce que quand on regarde les autres pays, les autres parlementaires et les autres ministres sont mieux payés que les ministres français. Est-ce que toi, tu penses pas que le problème, c'est qu'en fait, on a trop de parlementaires et trop de ministres, et plutôt, il faudrait avoir moins de ministres et moins de parlementaires, mais qui soient davantage payés et qui soient déjà de meilleure qualité, parce que peut-être ce que font les gens, c'est la distinction entre d'avoir des gens qui sont avec d'un faible niveau pour certains députés et qui sont peut-être trop payés pour leur qualité. Et ça en 20 secondes, Benjamin, pour la conclusion? Malheureusement, je suis assez d'accord avec William, c'est-à-dire que le fait de trop mettre de côté les parlementaires, de ne pas forcément bien les payer, entraîne une crise des vocations. Mais ce qui est surtout marquant, c'est pas tant le niveau de rémunération des parlementaires que ce qui leur est donné, notamment en termes d'enveloppe budgétaire pour avoir des collaborateurs. Si vous regardez un député français, c'est une PME par rapport à un député allemand et c'est une TPE par rapport à un député américain. Si vous voulez du personnel politique de qualité qui puisse vraiment faire la loi, eh bien, il n'y a pas de secret, ça se peut. Merci Benjamin Morel, politologue constitutionnaliste et auteur de Le Nouveau Régime ou l'impossible parlementarisme. Excellente info en plus, une nouvelle fois Majid Deimat. Merci Frédéric. Merci pour cette semaine, je crois que vous allez vous soigner maintenant, parce que la petite grippette elle arrive. Et dans tout de suite Thomas Binet sur la copropriété, notre expert. On retrouve bien sûr les 3 vraies voix à la foulée, dans la foulée. Pardon. Merci Frédéric. Merci Maxime Sénat, notre réalisateur. Oui, 2 janvier. Oui, hein. Ouais, ça fait une année de plus. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, je rentre officiellement dans la génération des anciens, quoi. Ah. Voilà. On va pas dire combien, quand même. Non. Enfin bon, voilà, quoi. Bon, merci pour cet anniversaire, cher Maxime. Avec nous, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et un avocat général que j'aurais tant aimé avoir. William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir. Et puis Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Bonsoir. Personne ne me souhaite l'anniversaire de vous 3. William si avant. William si. J'ai dansé. Vous avez dansé? Ah, très bien, mais vous ne m'avez pas souhaité un bon anniversaire. Bon anniversaire. Sortez, Samuel. Je vous souhaite un bon 40e anniversaire. Mais, c'est gentil ça. Mais non, j'ai passé justement le cap. Vous savez quoi, 43 en vrai? Oh, c'est gentil. Bon, je demande pas à Philippe, puis dès qu'on parle de moi, il s'en fiche, c'est pas grave. Alors voici notre petit débat. Depuis le 1er janvier, les étrangers non européens souhaitant séjourner durablement en France doivent se prêter un examen civique obligatoire. Ce n'est qu'à cette condition qu'ils accéderont à la naturalisation française. Nous vous proposons cette question, vous intervenez au 0826 300 300. Examen de naturalisation, faut-il exiger la maîtrise de la langue? Parce qu'on a eu un exemple récemment, un certain Georges C. Écoutons-le. Désolé, my French is horrible. Non. It's horrible, so I'm learning. J'apprends, mais c'est pas encore ça. Hello, bonsoir. Ce qui ne l'empêche pas d'être investi dans sa commune. Comme ce soir-là, lors de l'inauguration du cinéma, ou quand il a financé une ferme de fruits et légumes bio pour la cantine de l'école. J'aime quasiment tout en France. J'aime les gens. On a déjà un groupe d'amis très soudés et merveilleux là où on vit. Bon, alors, quand on a un naturalisé comme ça, forcément, c'est super, mais en plus il aide. Mais ça sert, mieux vaut financer que parler français, Philippe Bilger. Ouais. Alors, j'ai posé une question tout à l'heure à Benjamin Morel. Moi, je suis un peu, alors que j'ai pas réellement une passion de l'égalité en général, là, je suis partagé. À la fois, je comprends le 2 poids 2 mesures dont on l'a fait bénéficier. Le couple est formidable et George Clooney, même dans sa réponse à Donald Trump, n'a pas dit la moindre bêtise. Et en même temps, l'égalité, comme l'a dit la ministre déléguée, elle était un peu gênée par cette manière de privilégier ce couple-là en ne faisant pas attention
à l'absence de français de Georges Clooney. Donc je n'arrive pas à me déterminer. Bon, ça réagit au 0826 300 300. Roland de Saint-Étienne. Bonsoir Roland, allez les Verts, bonne année. Bon, merci, bonsoir Frédéric Brindel, bonsoir à tous et bonne année Sud Radio, meilleurs vœux. Merci. Vous dites quoi? Obligation de parler français quand on a la naturalisation ou pas? Non, mais je pense que oui, il faut pas être démagogique sur Georges Clooney, mais je vais y revenir après. Évidemment, pour moi, la naturalisation passe par l'excellente maîtrise du français. Mais je vais vous dire quelque chose, Frédéric Brindel, c'est pas pour la naturalisation. Je demande ça aussi pour le renouvellement des titres de séjour. Comment peut-on vouloir s'intégrer en France, au sein de la République, si on n'en parle pas la langue? Ça me paraît très compliqué. Et par rapport à Georges Clooney, mais pardonnez-moi, mais Georges Clooney, ça n'a rien à voir. Georges Clooney, c'est une immense star. Mais vous pensez vraiment que Georges Clooney, vous allez avoir le ministère des Affaires étrangères qui vont lui dire vous parlez pas français, c'est pas grave, hein, on va pas vous mettre français, mais c'est pas Georges Le Clown, les mecs, hein, c'est Georges Clooney, c'est une immense star. Et j'aimerais rebondir parce que ça m'a beaucoup fait rire. Ce qu'a répondu une excellente journaliste de Sud Radio, Maud Koffler, excellente journaliste, où le député Sylvain Maillard s'était ému que certains du Rassemblement National, alors je suis pas du RN, mais c'est ce qu'avait dit le député Sylvain Maillard, avait dit oui, mais bizarrement pour Georges Clooney. Vous n'êtes pas, vous ne dites rien. Et elle a répondu, mais peut-être que toutes les immigrations ne se valent pas. Bah oui, elle a un peu raison d'un côté. Vous avez Georges Clooney, immense star, qui a investi en France, mine de rien. Il a investi, il a acheté un méga domaine dans le Var et tout. Et ben oui, peut-être qu'on va être plus enclin à faire l'impasse sur la naturalisation que par exemple un OQTF qui veut demander à être naturalisé français. C'était très percutant et merci mille fois Roland pour cette intervention. Ça réagit les vraies voix. Samuel Botton. Alors déjà, bon, il n'a pas la même procédure qu'un OQTF. En l'occurrence, c'est une procédure spéciale de par son statut qui lui a permis d'obtenir la nationalité. Après, je dirais avec un peu d'humour, à l'époque, on a eu le même débat sur Neymar au PSG, qui après 3 ans en France, n'était pas capable d'aligner 2 mots de français. Et plus généralement, on a ce même débat sur des footballeurs qui viennent dans notre pays, qui ne veulent pas apprendre la langue. Et vous qui êtes Marseillais, vous étiez contre la naturalisation de Neymar, évidemment. Non, j'étais très content, je savais que ça allait dans le mur. Au-delà de ça, et plus sérieusement, c'est-à-dire déjà prendre en compte que la langue française est l'une des plus difficiles dans le monde, au moins dans les 10 plus compliqués. Et la question que je me pose, c'est de quelle maîtrise on parle. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, vous me posez la question, j'ai des étudiants, quand je corrige des copies, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur enlève la nationalité ou pas? Est-ce qu'on parle d'un français parlé? Est-ce qu'on parle d'un français écrit? Jusqu'à quel niveau? Comment? De quelle manière? Après, je suis d'accord. Effectivement, il est inconcevable d'être naturalisé français sans en maîtriser au moins les balbutiements de la langue et les traditions. Réaction, évidemment, William T. Mais en fait, le sujet, c'est pas est-ce qu'il faut naturaliser ou pas Georges Clooney, est-ce qu'il n'y a pas ou pas des questions d'égalité. Non, ça c'était le clin d'œil, c'était sur la maîtrise de la langue. Le vrai sujet, c'est simple, c'est qu'il faut inverser ce qu'on a nous en France ou auquel on donne la nationalité très facilement pour faire en sorte que l'acquisition de la nationalité soit une chance et pas un droit. Et ensuite, à partir de là, une fois que vous fixez ça comme principe, vous mettez en place, et Philippe sait comment ça marche, un faisceau d'indices. Vous mettez un certain nombre de critères qui fait est-ce que la personne qui devient française apporte au pays? Est-ce que la personne en France fait en sorte que la France gagne ou la France perde? Si c'est un coût, si c'est un bénéfice pour notre économie, si c'est un coût, un bénéfice pour notre culture. Ça c'est fluctuant, on peut être exactement, et vous mettez un certain nombre de choses. Nous, le problème qu'on a, c'est pas que Georges Clooney devienne français ou qu'un autre devienne français ou que Neymar devienne français, ça ce sont des bonnes choses, parce qu'ils vont rapporter à la France, ils vont rapporter plus à la France que ce que ça va nous coûter. Le problème que nous on a en France, c'est qu'on a bradé notre nationalité à des personnes qui ne la méritent pas, qui ne maîtrisent pas les fondamentaux, qui renient notre histoire, voire même qui la contestent et qui détestent notre pays. Et qui en plus, au moins Georges Clooney se mérite là, c'est qu'il dit qu'au moins il aime la France. On donne la nationalité à des gens qui détestent notre pays. Et c'est pour ça qu'en France, vous avez beaucoup de gens qui sont contre ce principe-là et qui fait qu'on demande à être beaucoup plus exigeant pour les nouveaux venus. Et donc, vous avez une partie de nouveaux venus qui disent « Oui, mais c'est plus dur de s'intégrer. » Oui, mais justement, c'est parce que c'est plus dur de s'intégrer, parce que c'est plus dur de réussir dans le système français que vous allez être content de l'avoir, vous allez être content d'avoir réussi, vous serez fier et surtout vous serez fier de le transmettre. Et plus on est exigeant, plus on est sélectif, plus on a de chance d'avoir de bons Français plutôt que de gens qui viennent et qui crachent sur notre pays. Et cela étant, ce n'est pas facile d'avoir la nationalité française. Alors, suivant les pays dont on vient, aussi, Philippe Bilger. Oui, alors on m'a donné des exemples où des gens parfaitement bien ont un mal fou à l'obtenir, alors que d'autres, mécaniquement, l'ont obtenu et en effet, ils n'avaient pas véritablement le désir d'être français. D'où des problèmes après. Oui, Samuel Botton. Non, je ne sais que dire sur cette problématique, c'est-à-dire j'ai le sentiment qu'en fait on délivre des naturalisations à tour de bras quand je vous écoute, William, alors que c'est pas du tout le cas, et j'ai même l'impression que vous confondez
des immigrés de deuxième génération qui, par le fait, sont français. Et les premières sont des naissances. Qui sont donc français. Vous avez des Français qui crachent aussi sur leur pays ou qui considèrent qu'ils ont été oubliés, abandonnés. Après, sur la question de l'immigration, on n'a pas le choix. Oui, mais parce qu'ils sont arrivés en France parce que leurs parents étaient immigrés. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans ce pays, pris entre une double nationalité et forcément un rejet qui peut y avoir. Ce que je condamne au même titre que vous, parce que vous avez des gens qui considèrent que la France ne leur a pas donné autant que ce qu'elle aurait dû, qui se sentent laissés de côté par le système. Donc forcément, ça amène à la problématique que j'évoquais. William, pour conclure pour répondre. Mais pour ces personnes-là, la France, c'est une chance et l'État ne doit rien à ces personnes-là. C'est à vous de l'apporter à l'État, c'est pas à l'État qui doit vous apporter quelque chose. Il faut arrêter d'inverser les valeurs. On a envie de penser à la phrase de Kennedy. De Kennedy, exactement. Moi, je pense qu'il y a une partie des gens qui sont français et qui ne méritent pas de l'être. Vous avez des personnes qui ne sont pas françaises et qui mériteraient forcément de l'être. Et nous, notre but, et c'est ça le but de la loi, c'est de corriger les injustices, de faire en sorte que ceux qui crachent sur le pays soient le moins possible bénéficiaires des droits accordés à l'ensemble des Français, et que ceux qui devraient être bénéficiaires et qui ne le sont pas soient avantagés. Et je pense que le sujet est très simple. Vous vous dites, est-ce que cette personne-là apporte au pays ou est-ce que cette personne-là coule le pays? Si ça apporte au pays, vous le naturalisez. Si ça coule le pays, vous lui montrez notre direction. Oui. On pourra mettre un peu d'échange de nationalité dans tout ça, histoire de bien agrémenter. Bon, voilà. Bien, on vous ne mettra pas d'accord là-dessus. Dans un instant, vous fumez les trois là autour? Non. Je suis un ex-fumeur. Et j'ai arrêté grâce à la vape. Moi non plus, Philippe. Jamais fumé. Eh bien, on va parler de la cigarette. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Frédéric Brindel. C'est l'une des augmentations du début d'année 2026, de 10 centimes à plus d'1 euro selon les marques pour le paquet de cigarettes. L'idée est de dissuader de fumer, c'est un enjeu sanitaire, mais le contournement s'organise pour les plus accros. La question sur le compte X de Sud Radio, vous répondez. La hausse des prix du tabac est-elle une mesure positive, inutile ou injuste? Vous répondez, vous nous donnez votre point de vue. Écoutez, c'était ce matin chez nos confrères de BFM, Serdar Kaya, le président national de la Confédération des buralistes. Les vraies voix Sud Radio. Cette heure-ci, mes collègues qui servent leurs clients doivent mettre les nouveaux prix, mais à l'inverse, le trafic, lui, se fait plaisir et c'est eux qui se frottent les mains face à un prix qui est exorbitant. Et je vous dirais, on parle d'Europe, mais à cette heure-ci, le prix du paquet de cigarettes en Espagne ou en Italie avoisine les 6-7 euros. Donc c'est là-dessus qu'on se dit qu'on passe parfois pour les dindons de la farce et c'est un peu difficile pour nous. Philippe Bilger, ça s'entend ça, hein? Bien sûr, et en même temps, moi, je ne comprends pas. À partir du moment où on considère que la cigarette fumée est un mal absolu, d'aucuns comparent ça même à des usages qui sont infractionnels. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas la cigarette? Moi, ça ne me choquerait pas. Réaction Samuel Botton? Je trouve la prise de parole du représentant assez osée. C'est-à-dire se plaindre que l'Espagne puisse vendre des outils de mort moins cher que ce que nous le faisons en France, et donc déprécier ce qu'est notre politique de santé qui a eu de très bons résultats sur ce volet-là depuis 20 ans. Je trouve ça à la limite de honteux. Après, si je voulais faire un peu d'ironie, je vous dirais que ça fait les affaires de Car Club, qui est une application qui a été lancée il y a quelques semaines et qui permet aux gens d'aller faire leurs courses à la frontière pour tout ce qui est alcool et cigarettes. Donc effectivement, il y a le fumeur que j'étais il y a 5 ans qui vous dirait ça m'arrange pas, je tombe un paquet par jour et mon porte-monnaie va prendre un coup. Et il y a le non-fumeur d'aujourd'hui qui vous dira en fait c'est pas mon problème, et si ça aide des gens à arrêter de fumer, alors allons-y et mettons le paquet à 20 euros s'il faut. Les auditeurs ont donné leur point de vue sur le compte X de Sud Radio. Continuez sur le compte X de Sud Radio. La hausse des prix du tabac est-elle une mesure? Alors vous dites positive à 25%, inutile à 45%. Et injuste à 31%. Bon, est-ce que les fumeurs se sont mobilisés? William Tay. En fait, on a une maladie en France, c'est de croire qu'une taxe nous ramènerait une certaine prospérité, ferait en sorte que tout marcherait bien. Si ça faisait revenir la vertu. Mais si ça marcherait, la France serait le pays le plus prospère au monde, où il y aurait le moins de malades, où chacun pourrait remplir ses caddies, tout irait bien, et ce serait pas l'un des pays où il y a plus de dépressifs en Europe.
Tout ça, ça marche pas. On sait très bien pourquoi. Parce que moi, je pense que le sujet essentiel, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que la cigarette aujourd'hui ne marche plus? Quand vous regardez les publics et vous regardez les sociologies, ceux qui ne fument de moins en moins, et moi j'ai vu la différence avec mon âge, c'est ceux qui ont actuellement entre 15 et 25 ans. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, les gens fumaient non pas parce qu'ils voulaient fumer, mais parce que c'était une question de mode ou c'était une question de plaisir. Et ce qui a tué, en fait, l'image de la cigarette, c'est pas le prix. C'est l'image qui était associée et le fait qu'en fait les gens avaient d'autres plaisirs à faire au quotidien. Donc en fait, moi je pense qu'on se trompe de combat parce qu'en fait ceux qui vont continuer à fumer seront toujours des sociologies qui sont particulières. Ça va être actuellement les plus âgés, qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat important parce que de toute façon ils ont arrêté de travailler. Et deux, ça va être les catégories populaires. Donc en fait, on accable davantage des gens qui étaient déjà en difficulté. Quand vous regardez autour de vous, en fait, ceux qui sont plutôt riches et ceux qui sont plutôt bien aisés, s'ils veulent continuer à fumer, ils continueront à fumer. C'est pas parce que le paquet de cigarettes va augmenter de 1 ou 2 euros qu'ils vont arrêter. Donc moi, je pense qu'on se trompe à chaque fois de combat en se disant, tiens, on a un prélèvement en France, on va créer une nouvelle taxe, on va créer un nouvel impôt en croyant que ça marche. Moi, je pense que c'est pas ça. Ce qui a fait que ça a changé, pourquoi est-ce que la consommation de cigarettes a changé, c'est parce que c'est l'image et parce qu'en fait, on est passé d'une génération il y a 10, 15, 20 ans qui préférait sortir et faire des soirées. Vous n'aviez pas autant de runners, vous n'aviez pas autant de gens qui aimaient faire du vélo. Et en fait, les gens souvent arrêtent tout simplement pour une question simple, c'est qu'ils ont vu que leurs conditions physiques ne permettaient pas de faire leurs activités, ils ont arrêté. Aujourd'hui, ils font comme vous et moi, William, ils ont des puffs à la main, les jeunes. Vous faites les sorties de collège, de lycée. Pas tous. Pas tous, mais ceux qui, moi je me souviens, à mon époque au collège, il y avait ceux qui fumaient déjà à 13-14 ans. Moi j'ai commencé à fumer au lycée. Stone et Chardin. Oui, je me prenais pour Gainsbourg à l'époque, avec les Gauloises. Non, les gitanes, pardon. Oui. J'ai essayé ça aussi d'ailleurs, fut un temps. Donc non, aujourd'hui vous allez devant des collèges, des lycées, vous avez des élèves, des jeunes gens qui ont la puff à la main, la cigarette. Oui, mais il y a moins de gens qui ont la puff à la main à la sortie du lycée qu'à l'époque où les gens fumaient. William, non, je suis pas d'accord. Moi, je les vois. J'ai un lycée à côté de chez moi. Je ne vois que ça et à des âges où même moi, et c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je me dis putain mais. Deux claques en fait. Tu as 16 ans, il est 7h du matin, soit tu as une clope à la bouche, soit tu es en train de tirer sur la puff comme un malade. Alors mais on est où? Alors j'étais pareil. J'étais pareil. Non, vous avez fait tout pire. Pareil. Vous avez fait pire avec ce que vous venez de nous dire. Je vous raconterai à l'occasion. Bon, 0826 300 300. Direction Montluçon, dans l'Allier Montluçon, n'est-ce pas Coralie? Bonsoir. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue et bonne année à vous. Meilleurs vœux, une bonne santé surtout. Et vous êtes, tenez-vous bien, buraliste. Alors, c'est quoi cette histoire d'augmentation? Vous réagissez comme les buralistes? Et on imagine, c'est injuste? Alors, c'est pas que c'est injuste. Alors, il y a 2 ou 3 de vos coéquipiers où je suis pas forcément d'accord avec eux, parce que c'est un discours de non-fumeur, donc forcément, ex-fumeur. de réagir comme ça. Bon. Il est un peu partial. Apparemment, il n'y a pas fumeur, mais bon, voilà. Moi, là, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que en fait, ils augmentent les taxes en pensant que les gens vont arrêter de fumer. Et c'est là où c'est faux. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs, ils vont prendre soit de la contrebande, soit de la contrefaçon. Donc en fait, ce n'est pas aider les gens à arrêter de fumer, c'est donner de l'argent à moins à l'État, parce que c'est quand même une perte de 5 milliards. Par contre, ils vont se soigner où, ces gens qui vont chercher leurs cigarettes en Espagne? Ils vont se soigner en France. Donc ça continue de créer un déficit. Mais oui, vous ne croyez pas qu'ils vont au Qui ou au Luxembourg? À Andorre, beaucoup à Andorre, ouais. Oui, pour aller chercher leurs cigarettes, mais... La cigarette, on le sait que c'est pas bon pour la santé, hein, on le sait depuis longtemps, c'est pour ça qu'il y a une interdiction de vendre aux moins de 18 ans, on s'est vachement amélioré sur les cigarettes électroniques pour essayer de donner un change aux personnes qui sont accros, parce que ça reste une addiction, voilà, on peut pas mentir. Bon, mais alors, par contre, voilà, c'est prendre... Vous, justement, donc, Coralie, à Montluçon, bon, il y a une culture très rock'n'roll à Montluçon, hein, dans le centre de Montluçon, il y a des petits décors rock. Ça vous plairait? Allez à Montluçon, vous, Samuel Botton, là, de Marseillais, là. Mais est-ce que vous avez senti, Coralie, avec l'augmentation des prix, parce que, bon, il y a cette année, mais il y a eu avant, est-ce que la baisse de la consommation officielle chez vous, chez une buraliste, donc, baisse quand le prix augmente? Ah oui, bien sûr, ça baisse tous les ans. Moi, depuis 3 ans, ça baisse tous les ans. Mais est-ce que ça monte sur la vape? Ça augmente un petit peu, mais moi, j'ai senti vraiment une grosse baisse. C'est qu'à côté de chez moi, j'ai 2 épiceries de nuit qui se sont... qui se sont ouvertes. Ouais. Sachant que les 2 épiceries, il faut bien dire, il n'y a même pas 2 mètres d'écart entre les deux, donc je ne sais pas comment c'est possible. Et moi, oui, j'ai une perte de tabac de 300 000 euros par an, tous les ans, là. Ça fait 3 ans, depuis que les épiceries sont là. Parce que les épiceries vendent illégalement, c'est ça? Les épiceries, les barbershops... même les cigarettes à l'unité.
Ils vendent, bien sûr, des cigarettes à l'unité. J'entendais un de vos collègues dire les puffs. Les puffs sont interdits. Maintenant, mais vous allez dans les épiceries, ils en ont des puffs. Oui. Donc, c'est des produits qui sont importés et ils doivent y avoir encore plus de choses qui sont malsaines. Voilà. Je vais même aller plus loin. Les cigarettes que vous ciblez chez ces épiciers, elles viennent de l'étranger. C'est pas des cigarettes françaises, donc 80% des cas. Bien sûr. Mais bien sûr. Et donc, du coup, c'est plus dangereux. Bon, c'est terrible, hein, ça. Ouais. Merci Coralie de ce témoignage depuis Montluçon dans l'Allier. Merci de nous avoir éclairé. Bonne soirée à vous. Bon, réaction, Philippe Bilger, on vient d'avoir un exemple terrible. En même temps, Coralie a très justement dit que ceux qui n'ont jamais fumé n'étaient peut-être pas les plus pertinents dans ce type de débat. Moi, j'ai longtemps souffert parce que dans ma famille, ils fumaient beaucoup et j'étais victime de ce tabagisme passif et il m'était insupportable. Mais je peux comprendre la passion que pour certains, mes enfants eux-mêmes me disaient que je ne comprenais rien à la vie parce que je ne comprenais pas la volupté d'une cigarette au moment où on boit un café. Je trouve mais il faudrait être plus cohérent à partir du moment où on admet que c'est un mal, même en augmentant le prix, ça ne me paraît pas très cohérent sur le plan. Sauf que, William T, on a un premier exemple, et ça, la thématique va vous inspirer. Nous sommes dans l'Union européenne, et que déjà, si on interdit ou si on met un prix, il faut que ce soit partout dans l'Union européenne. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Mais oui, là, on a un problème majeur. Mais de toute façon, la politique française marche un peu sur la tête. Ça veut dire qu'actuellement, on met en place la hausse des prix, mais ça va pénaliser uniquement soit les buralistes français, soit les personnes les plus pauvres qui ont moins les moyens. Est-ce que pour autant, cette hausse des prix va entamer une baisse de la consommation réelle de cigarettes et non pas la consommation affichée ou la consommation de la vente du tabac par les buralistes, mais la consommation réelle? Je ne pense pas. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que de toute façon, en fait, et la buraliste l'a très bien rappelé, c'est que vous allez financer soit les marchés parallèles, soit les épiceries, soit en fait les autres pays de l'Union européenne. Et de toute façon, c'est quand même vous qui allez payer la note parce que, in fine, le consommateur français ira se faire soigner en France parce que c'est à cet endroit-là que vous allez le faire. Et donc moi, je pense que c'est pour ça que vous avez un véritable problème. Si vous voulez vraiment lutter contre la cigarette... C'est ce que dit Philippe Bilger, directive européenne, mais c'est pareil, on ira en Suisse, en Norvège ou en Andorre, qui ne sont pas Union européenne. Mais si vous voulez vraiment interdire massivement, soit vous dites que vous interdisez, ça peut se comprendre, moi je pense pas que ce soit une bonne idée, mais vous dites complètement que vous interdisez, soit vous avez une autre possibilité, c'est qu'en fait, c'est une question d'attractivité. C'est-à-dire que les gens fument parce qu'en fait, ils se disent c'est cool de fumer. Au bout d'un moment, de toute façon, tous les fumeurs comprendront. Vous n'êtes même plus sur une question de plaisir d'aller fumer une clope. Vous êtes sur un truc qui est quasiment mécanique. Quand vous êtes à un paquet par jour, je pense que vous l'avez été, je l'ai été. Ce n'est plus du plaisir. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça veut dire que vous sortez dehors, il fait -5. Vous êtes comme ça en train d'allumer, vous prenez pas de plaisir. Donc en fait, vous êtes sur un effet qui est mécanique. Et une fois que vous substituez ça par autre chose, vous trouvez d'autres plaisirs de la vie, vous allez arrêter. Et tout ce qu'il faut, nous, c'est proposer un truc qui soit alternatif. Donc ça peut être quoi? Peut-être dans la... Il y a eu un vrai sujet où aujourd'hui la filière de la vape se retrouve dans la même situation puisqu'on veut augmenter la taxation sur leurs produits parce que la puff a été aussi un vrai coup d'arrêt pour le secteur et ça je peux le comprendre pour des raisons écologiques, mais aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on intègre tous les dispositifs parallèles type patch, vape et autres pour les intégrer dans un parcours de sortie et d'arrêt du tabac total chez le consommateur. Et là-dessus, on a encore un peu de travail à faire. Mais la hausse des prix a quand même aidé, je suis désolé de vous le dire. Moi, pour moi, oui. Est-ce que vous, oui? Moi, je m'étais dit, alors c'est l'ironie de l'histoire qui fait ça, je m'étais dit, dès qu'on passera le cap des 10 €, psychologiquement, ça sera trop dur. Et il se trouve que... vous êtes dit, allez, 10,50 €, non? C'est ça, non 2 jours avant que ça arrive, je me retrouve en rendez-vous avec un client, je le vois avec une puff dans la main. Qu'est-ce que c'est? Il me la donne, tiens, tu verras, tu vas arrêter la cigarette. Effectivement, une semaine après... J'ai commencé en alternant en me disant voilà, mais quand je me suis rendu compte que mes doigts ne sentaient plus le tabac, mes vêtements, même la laine, on va être très honnête, c'est pareil, c'est-à-dire la fraîcheur, la menthe, tout ça. Je me suis dit bon, voilà, et aujourd'hui j'essaye de temps en temps quand j'ai beaucoup de fumeurs autour de moi, mais je vais tirer 2 tafs.
et je vais la jeter parce que j'y arrive plus. Ouais, ça s'est passé de la même manière finalement, Philippe Bilger, quand on a empêché de fumer dans les restaurants aussi. Hein. Ah oui, quel bonheur. Quel bonheur. C'est vrai que j'aurais du mal à imaginer des gens fumer dans un restaurant aujourd'hui. Même si on a quelques-uns dans Paris, vous pouvez fumer passer une certaine heure. Hein. Mais vous savez que moi plusieurs fois je suis allé sur des compétitions internationales en tant que journaliste sportif et il y avait des fumeurs français qui se retrouvaient dans des restaurants, par exemple en Serbie où on peut fumer dans les restaurants, et les fumeurs étaient gênés. Hein. Frédéric, j'ai même connu des rédactions où on fumait encore dans les bureaux en 2015-2016. Et les salles de montage, quand j'étais stagiaire, n'en pouvaient rien dire. Merci les vraies voix. Merci pour ce 2 janvier 2026 avec Philippe Bilger, William T, Samuel Botton à la réalisation. Bien sûr, Maxime Sénat, Zach était au standard avec ses auditeurs particulièrement performants ce soir. Et puisqu'on parle de performance, Alexandre Priam arrive. Transition. Monsieur Rugby, avec maillot de l'équipe de France là. Eh oui, avec un polo de l'équipe de France. Bah oui, pourquoi pas. Bien. Qui sera champion de France cette année? Allez, faut. Toulouse. Oui, c'est sans risque. Non, je prends pas de risque. Je prends aucun risque là, et effectivement. Le programme à venir, cher Alexandre. Justement, dans quelques instants, on va essayer de parler de la saison 2025-2026, mais la deuxième phase, la phase 2026 avec Marco Tolègne, joueur de l'équipe de France, joueur de Montpellier. On va parler des grands enjeux dans les 15 prochaines minutes. Et puis, on aura évidemment Philippe Spanghero avec nous pour parler des grands enjeux, surtout financiers, structurels, économiques pour le rugby français en 2026, avec beaucoup de sujets, et notamment le rééquilibrage des comptes de la Fédération française de rugby. C'est sur Sud Radio. C'est le rugby, c'est Alexandre Priam, c'est à suivre. Toute la famille Sud Radio vous souhaite une bonne année. Bonjour.